Mes chers collègues, dans le prolongement de nos travaux sur la redéfinition pénale du viol, et alors qu'une proposition sur ce thème déposée par Aurore Berger est en cours d'examen par notre Assemblée, c'est un échauffement en fait avant de les rejoindre en séance, la délégation droits des femmes a souhaité organiser une table ronde sur la thématique de la prescription en matière de lutte contre les violences sexuelles. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui, je les remercie d'avoir répondu à notre invitation sur ce sujet important, sensible, qui nous occupe ce jour. Audrey Darsonville, professeure agrégée à l'Université Paris-Nanterre, co-directrice du Master droit pénal et politique criminelle et du Master justice, procès et procédure. Karine Durieux-Diebolt, avocate à la Cour, ex-membre de la Civise et du comité d'évaluation des cours criminelles. Arnaud Gallet, consultant, conférencier, cofondateur de Move Enfants, ex-membre de la Civise. Et Julie Klein, professeure agrégée de droit privé, de sciences criminelles à l'école de droit de Sciences Po, directrice de la spécialité entreprise, marché, régulation. Alors, comme je l'ai rappelé la semaine dernière lors de l'examen de notre rapport sur la définition pénale du viol, les violences sexuelles sont un phénomène de masse. La dernière enquête du ministère de l'Intérieur, vécue et ressentie en matière de sécurité, fait état de 270 000 victimes de violences sexuelles en 2023. Le mouvement MeToo a fortement contribué à libérer la parole des victimes et a permis à un certain nombre d'entre elles de franchir le pas pour aller déposer plainte contre les agresseurs. Toutefois, beaucoup de ces plaintes ont débouché sur un classement sans suite car il s'agissait de faits anciens, désormais prescrits. Or, nous savons que les victimes mettent parfois des années, voire des décennies, à être en capacité de pouvoir nommer ce qu'elles ont subi ou même à s'en souvenir lorsqu'elles ont été victimes d'amnésie traumatique et à dénoncer leurs agresseurs. La question de la prescription et de ses modalités est donc au cœur de la problématique des violences sexuelles. Les règles applicables en matière de prescription ont été assouplies, élargies à la suite de réformes successives. Le délai de prescription aujourd'hui donc des crimes sexuels sur mineurs est désormais de 30 ans à compter de la majorité de la victime et de 20 ans à compter de la commission du crime s'agissant du viol sur majeur. En outre, en matière de crimes sexuels sur mineurs, un dispositif de prescription glissante permet de prolonger le délai de prescription lorsque l'auteur du viol sur mineur a commis une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur avant l'expiration du délai de prescription initial. Alors, le délai de prescription du crime de viol initial sera prolongé, si besoin, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction commise. Des voix se sont élevées, soulignant la nécessité d'aller plus loin. C'est le cas de la Civise qui, dans son rapport de novembre 2023, préconise l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis contre les mineurs. La question de l'opportunité d'étendre la prescription glissante aux victimes majeures a été également soulevée lors des travaux de notre mission sur la définition pénale du viol. La proposition de loi d'Aurore Berger prévoit dans son article 1er l'imprescriptibilité des viols commis sur des mineurs. Il s'agit d'imprescriptibilité en matière civile et non en matière pénale. J'insiste sur ce point qui vise à permettre aux victimes de pouvoir obtenir la réparation du dommage subi. L'article 2 de la proposition de loi vise à étendre le dispositif de prescription glissante aux majeurs. Ces questions suscitent des débats aussi bien juridiques que sociétaux, mais il est essentiel pour les victimes que nous en discutions ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec le bureau, organiser cette table ronde. Donc je suis heureuse que nous puissions vous entendre aujourd'hui. Nous comptons sur votre éclairage pour apprécier si des modifications du cadre juridique actuel permettraient d'améliorer la protection des victimes tout en respectant les grands principes de droit. Je vous en remercie. Je vous laisse la parole, chacun pour 7 minutes, qu'on contienne une trentaine de minutes. Ensuite, nous aurons des réactions de nos orateurs de groupe. Je vous laisse organiser. Madame Darsonville, je crois que c'est bien que vous démarquiez. Ah oui. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie de me donner la parole en premier. Je me présente toutes mes excuses d'emblée, mais je suis contrainte de partir à 17h, donc je ne pourrai malheureusement pas entendre l'intégralité des échanges et je vous présente toutes mes excuses.
pour essayer d'aller dans un temps très contraint sur les points qui me paraissent les plus importants, donc sur les 3 grands points, la question de la prescription glissante, de l'imprescriptibilité, alors en matière pénale pour les victimes mineures et en matière civile. Alors d'abord sur la prescription glissante, sur la question de son extension aux majeurs, moi il me semble que d'un point de vue purement juridique, cela ne soulève pas de problématique, c'est-à-dire que c'est une possibilité, c'est un choix qui vous appartient, un choix politique. J'attire quand même votre attention sur 2 points qui ne sont pas des obstacles du tout pour la mise en place d'une prescription glissante pour les majeurs, mais qui me semblent quand même aujourd'hui permettent d'avoir quelques réserves. Il est impossible aujourd'hui de faire le bilan de la prescription glissante puisqu'elle est trop récente, elle n'a que 2 ans. Mais il me semble quand même qu'il y a une première problématique qui est liée au service de police, puisque la prescription glissante a la particularité de permettre en réalité de rattacher des prescriptions les unes aux autres lorsqu'on est en présence d'un auteur sériel. Or, beaucoup d'auteurs sériels ont la particularité, parce que justement ils évitent les fourches de la justice, ont la particularité de se déplacer sur le territoire. On sait très bien que la SIAZ l'a démontré qu'un traître va se déplacer. Donc ça suppose quand même une coordination des enquêtes au niveau national qui, pour l'instant, ne me semble pas avoir été véritablement pensée ou anticipée. Or, pour que la prescription glissante marche dans un nombre de cas assez important, il faut absolument que les services de police soient suffisamment coordonnés pour que l'on puisse remonter toutes les infractions qui ont été commises par le même auteur et mettre en place cette prescription glissante. Donc, c'est une première petite alerte sur le mécanisme même de la prescription glissante. Ma seconde interrogation sur la prescription glissante, que ce soit pour les victimes majeures ou mineures, et que c'est un mécanisme qui a créé quelque chose que nous connaissions peu en droit, c'est-à-dire c'est le fait de créer une chaîne entre des prescriptions sur des infractions différentes, avec des victimes différentes. C'est-à-dire que là, on crée une espèce d'unité dans cette chaîne de prescription. L'interrogation que nous avions à plusieurs soulevée dès le départ, c'est quand même la question de savoir, à partir du moment où on fait cette chaîne de prescription, que va-t-il se passer si dans cette chaîne, il y a une infraction qui disparaît? Et ça n'est pas impossible que pour une raison ou pour une autre, une infraction qui fait partie de la chaîne, finalement, ne soit pas caractérisée, que les éléments constitutifs ne soient pas réunis, ou que l'infraction qui avait été au départ qualifiée crime devienne délit et donc change de délai. Dans une telle hypothèse, à partir du moment où on a agrégé les prescriptions les unes aux autres, si une infraction tombe, comment va-t-on gérer les anciennes prescriptions que nous avons rallongées artificiellement et qui donc, de ce fait-là, ne pourront plus être maintenues ouvertes? Il me semble quand même qu'il serait utile de prévoir un dispositif normatif qui prévoirait que dans une chaîne de prescription, si une infraction disparaît, ça ne fait pas tomber la chaîne. Parce que pour l'instant, ce n'est pas prévu et je pense qu'on peut se retrouver dans des situations où je vois mal comment on pourrait expliquer à des victimes les plus anciennes que leur prescription a été rallongée artificiellement par une infraction ultérieure et que finalement, du fait de la disparition de l'infraction au cours de l'enquête, toute la chaîne va être brisée. Je crois qu'il faut quand même anticiper cette possibilité et donc maintenir absolument des chaînes qui ne peuvent pas se briser parce qu'une infraction pourrait tomber. Cela étant dit, donc, je pense que la prescription glissante qui maintenant existe dans notre corpus normatif, il serait tout à fait cohérent qu'elle soit étendue aux victimes majeures. Je pense que c'est assez naturel. À nouveau, il me semble qu'il faut quand même penser à 2 choses. La première, c'est que la loi de 2021 a créé cette prescription glissante. Elle a aussi créé une chaîne dans les causes d'interruption. C'est l'article 9-2 qui repose sur à peu près le même mécanisme, c'est-à-dire qu'un acte d'enquête dans une affaire va permettre l'interruption dans toutes les autres affaires. Donc si vous l'élargissez, la prescription glissante aux majeurs, je vois mal pourquoi ce ne serait pas le cas aussi pour ce texte-là, puisque c'est à peu près la même logique. Et aujourd'hui, il ne s'applique aussi que pour les mineurs. Donc je pense qu'il faut aussi en faire bénéficier les majeurs, pas que la prescription glissante, les deux. Et en revanche, il faut avoir bien conscience, mais c'est un choix politique, ce n'est pas un obstacle juridique, mais que si la prescription glissante est ouverte pour les majeurs, elle va être sollicitée pour d'autres infractions. Parce que ce qui justifie aujourd'hui cette particularité de traitement, je pense, au regard du Conseil constitutionnel, c'est parce qu'elle s'applique à des victimes spécifiques que sont les mineurs. Si vous le basculez sur les majeurs, il n'y a plus cette particularité.
Et donc, il est très clair, et je pense à une situation bien particulière, c'est le pôle Colquès. Il est évident que vous ne pourrez pas maintenir une prescription glissante pour les victimes majeures de viol et que ce ne soit pas le cas pour les homicides en série, qui sont une infraction qui, dans la hiérarchie des crimes, est plus sévère. Et je vous le dis parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de prescription au pôle Colquès, avec notamment l'affaire Bonfanti. C'est une demande du pôle. Donc, il est évident qu'ouvrir la prescription glissante aux majeurs, c'est l'ouvrir aux autres infractions. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement un problème, mais il faut à minima en avoir conscience. C'est un vrai choix de politique pénale. Ça ne peut pas être restreint à une seule infraction qui est le crime de viol. Ce sera naturellement sollicité pour d'autres infractions. C'est simplement un choix qu'il faut faire. Un mot maintenant sur l'imprescriptibilité pour les mineurs. Alors là, je parle en matière pénale, puisque ça faisait partie des questions qui étaient posées. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je n'ai pas changé de position. Moi, j'y suis plutôt défavorable. Je pense d'abord qu'une première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le sujet aujourd'hui ne peut pas être pensé à l'aune des affaires anciennes extrêmement médiatisées, comme l'affaire Gérard Depardieu, etc., parce que depuis, la loi a changé. Et donc, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une prescription qui a été très largement allongée. Pour les mineurs, on est à 30 ans à partir de la majorité, et avec des incidents de type acte interruptif très nombreux qui peuvent permettre de repartir à zéro. Donc je ne suis pas du tout certaine que l'imprescriptibilité soit absolument nécessaire, et surtout la question pour moi est toujours la même, c'est que va-t-on offrir à des victimes qui vont déposer plainte extrêmement tardivement. Je doute que la justice pénale soit en capacité d'apporter une réponse. Et j'ai toujours un peu l'impression que cette imprescriptibilité, c'est une façon un peu à moindre coût d'offrir une réponse qui ne sera pas assortie de véritables opportunité pénale, parce qu'on sait que la justice pénale n'est pas en capacité, ou très rarement en tout cas en capacité, de traiter des dossiers qui sont extrêmement tardifs. Et donc c'est peut-être aussi donner un espoir qui n'aboutira pas. Il me semble qu'aujourd'hui la justice pénale ne peut pas être le seul outil de réparation. Là aussi, je pense que d'autres outils pourraient être développés, comme la justice restaurative, qui n'est pas du tout développée en droit français et qui pourrait offrir une réponse structurée à des victimes qui ne peuvent pas accéder à la plainte. Et moi, j'insiste beaucoup, je trouve que l'ouverture des enquêtes sur faits prescrits, qui aujourd'hui est soumise quand même à des politique pénale, devrait être inscrite dans la loi, parce que ça, c'est un outil qui est très précieux. Ça n'offre pas une réponse pénale à la personne qui dépose plainte dont les faits sont prescrits, mais ça peut permettre en revanche de remonter à des victimes plus récentes et donc d'avoir des possibilités de poursuite pénale à l'encontre d'un auteur. Et ça, c'est un outil qui me paraît beaucoup plus efficient que l'imprescriptibilité en matière pénale. Un dernier mot extrêmement rapide sur l'imprescriptibilité en matière civile. Je suis pénaliste, donc je ne rentrerai pas, je laisse ma collègue en parler bien mieux que moi, mais en tant que pénaliste, mes deux interrogations sont d'abord: que pourra faire le juge civil que le juge pénal n'arrive déjà pas à faire? Le juge pénal, au bout de 30 ans, n'arrive pratiquement pas à enquêter alors qu'il dispose de tous les pouvoirs d'investigation du droit pénal, de la police scientifique, etc. Le juge civil ne les a pas, ces outils. Donc, que pourra-t-il faire de plus? Et mon interrogation, elle est un peu symbolique, et vous me permettrez de terminer dessus. Je suis aussi je trouve un peu problématique cette réflexion sur une imprescriptibilité de l'indemnisation. Je rappelle quand même qu'en matière d'infraction sexuelle, la demande première des victimes n'est pas une demande financière, c'est une demande pénale, c'est une demande de sanction de l'auteur et de reconnaissance du statut de victime. Et je trouve que, je comprends très bien de se poser la question de l'imprescriptibilité en matière civile, mais je ne voudrais pas que l'on puisse faire le jeu de personnes qui prétendent que des femmes et des hommes déposent plainte pour obtenir de l'argent, parce que c'est faux, ça n'est pas l'attente première d'une victime qui dépose plainte. Et ce débat autour d'une indemnisation qui interviendrait de façon presque éternelle, me semble aussi quand même aller un peu dans ce sens-là. Et je trouve que c'est assez néfaste en fait pour les victimes, dont on sait objectivement que la demande n'est pas une demande d'indemnisation en priorité quand on dépose plainte pour des infractions sexuelles. Je vous remercie de votre écoute. Merci infiniment. Je vous laisse peut-être prendre la parole. Maître Durieux-Diebolt. Oui. Merci.
Merci. Donc, la question principale, c'est véritablement, à mon sens, de répondre au caractère hautement sériel des violences sexuelles et également à la question du choc traumatique qui met les victimes dans une sorte de silenciation pendant un temps donné. Et donc, les délais de prescription actuels sont beaucoup trop courts, en fait, pour faire valoir cette parole des victimes, compte tenu de ces deux éléments. L'imprescriptibilité civile et la question de la prescription glissante peuvent répondre à cette question de la sérialité. Je vais d'abord aborder la question de l'imprescriptibilité civile. Je ne vais pas m'étendre sur l'imprescriptibilité pénale parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Sur l'imprescriptibilité civile, on a deux types de procédures civiles. On a à la fois la procédure civile en réparation du dommage et on a la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'heure actuelle. Pour rappel, les délais actuels pour une action en responsabilité civile devant un tribunal sont de 10 ans à compter de la consolidation pour les victimes majeures et 20 ans à compter de la consolidation pour les victimes mineures. J'insiste bien sur la notion de consolidation parce qu'en fait, on a des avancées en termes de jurisprudence et il me semble utile de les faire valoir parce qu'elles peuvent être prises en compte justement dans une avancée législative, que la loi se mette en accord avec ces avancées jurisprudentielles. Et justement, on a de la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 qui a retenu que la date de consolidation part à compter de la fin de la thérapie de la victime. Donc on a un allongement considérable déjà des délais de prescription civile. Comment ? Je l'ai là. C'est la consolidation. En réalité, moi j'ai fait de la responsabilité médicale pendant des années et des années. C'est le moment où la victime est stabilisée médicalement. Donc, la question qui se posait à travers cette jurisprudence, c'est est-ce qu'on prenait en compte le début de la thérapie ou la fin de la thérapie ? Et la Cour de cassation a tranché en disant ce n'est pas le début de la thérapie qui doit être pris en compte, mais c'est la fin de la thérapie. Et donc, ça nous a permis déjà d'allonger énormément les délais de prescription. Et j'ai 2 affaires, moi, en cours au cabinet. Et je me suis basée justement sur cette jurisprudence-là pour actionner la responsabilité civile. Ça, c'est un premier point. La CIVI, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. On a d'autres délais. Alors, c'est très compliqué, hein, les délais de prescription, parce qu'en fait, on a une diversité en plus de délais de prescription selon que l'on va devant la CIVI, selon que l'on va devant le tribunal judiciaire civil, selon que l'on va au pénal, et les victimes ne s'y retrouvent pas. Donc, je pense en plus que l'imprescriptibilité civile, en tout cas sur le plan civil, cela permettra d'harmoniser les délais et d'y voir plus clair également pour les citoyens et les justiciables. Donc, on a des délais spécifiques à la réparation devant le tribunal judiciaire civil et on a d'autres délais encore devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui sont des délais de 3 ans à compter des faits et de 1 an à compter de la décision définitive qui est rendue. Et on a ce qu'on appelle le relevé de forclusion qui est possible s'il y a une aggravation des séquelles ou alors s'il y a eu une impossibilité de faire valoir ses droits avant le délai de prescription. Et il y a eu une jurisprudence très importante de la CIVI, de la Cour de cassation, qui a dit que dans un cas d'inceste, lorsqu'il y avait eu une forme d'omerta au sein de la famille, eh bien à ce moment-là, les 2 sœurs qui avaient été victimes d'inceste pouvaient être relevées de forclusion. Donc on a étendu les délais de prescription encore de manière très lointaine par rapport aux délais légaux. C'est vous dire que la jurisprudence fait tout ce qu'elle peut en réalité pour allonger ces délais de responsabilité civile. Et donc, moi je suis favorable à une imprescriptibilité civile parce que même si ce n'est pas une reconnaissance pénale, c'est tout de même une forme de reconnaissance pour les victimes. Elles ne font pas cela pour l'argent, bien évidemment, mais généralement,
la manière dont on procède, moi je conseille à ce moment-là à mes clients ou clientes de déposer une plainte pénale. On bénéficie, même si c'est prescrit, des avantages de l'enquête préliminaire. On peut avoir des preuves qui sont recueillies, on peut avoir même des aveux. Moi j'ai eu des aveux justement dans une procédure pénale, c'était prescrit et j'ai conseillé à ma cliente de saisir la juridiction civile. Et là, on est en cours de procédure. Et elle est en cours de reconnaissance. Et pour elle, c'est un pis-aller. Évidemment que ça ne vaut pas la reconnaissance pénale. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Sur la prescription glissante. Alors, effectivement, on a la loi du 21 avril 2021 en ce qui concerne les mineurs qui a introduit la notion de prescription glissante et qui a reconnu également la notion de connexité. Donc, je rejoins tout à fait Audrey d'Arsonville à cet égard. En fait, la loi de 2021 avait deux points qui étaient complémentaires. À la fois la connexité qui nous vient de la jurisprudence Fourniret, PPDA, enfin il y a de la jurisprudence aussi du violeur de la Sambre. On a de la jurisprudence qui a reconnu cette connexité qui est établie dès lors qu'il y a un mode opératoire ou un but identique dans des affaires de violence en série. Bon, ça permet la connexité d'établir un acte interruptif de la prescription. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un acte d'enquête, par exemple, eh bien, on va considérer qu'il y a une interruption du délai de prescription et on va avoir un nouveau point de départ à ce moment-là du délai de prescription, un nouveau délai qui va partir à compter de cet acte interruptif. Pourquoi ne pas le reconnaître dans la loi? Pourquoi ne pas prévoir un dispositif pour reconnaître la connexité dans la loi? Parce que pour l'instant, ça reste aléatoire, ça reste compliqué pour les victimes de faire reconnaître cette connexité. Donc, il me semble que ça serait intéressant que ça soit prévu également par la loi. La prescription glissante, j'y suis favorable. Alors, la prescription glissante dans la connexité, c'est l'acte juridique, judiciaire, qui va être une cause interruptive du délai de prescription. Pour la prescription glissante, on n'est pas sur un acte juridique, on est sur un fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu une agression sexuelle ou un viol qui ait été commis pendant le délai de prescription de la première infraction commise, la plus ancienne. Donc on est sur du factuel. Et je trouve ça tout à fait intéressant dans des affaires. Moi, j'ai une affaire dans laquelle il y a eu une victime qui a été victime, alors que je reprenne, je vais vous donner un exemple concret. Elle a été victime en mars 2014. Elle a déposé plainte en 2021. Là, il y a une autre victime qui a déposé plainte en 2018. Et donc, celle qui a déposé plainte en 2021 pour des faits de 2014 est prescrite. Mais en réalité, dans ce dossier, j'ai d'autres faits d'agression sexuelle et de viol qui ont été commis pendant le délai de prescription de la première victime. Si j'avais la prescription glissante aujourd'hui, eh bien, ces victimes-là, elles pourraient se constituer partie civile. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, je vais avoir 2 ou 3 parties civiles, alors que je pourrais en avoir 10 ou 15 dans cette affaire. Donc, ça crée une injustice. Merci infiniment. Je vous laisse juste fermer votre micro, s'il vous plaît. Et Madame Julie Klein. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente, et merci de m'avoir écoutée. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et de ne pas faire trop de redites. Je rejoins sur de nombreux points ce qu'a pu dire le professeur d'Arsonville. Mais je vais essayer de rajouter quelques petits éléments et surtout de ne pas reprendre ce qu'elle a déjà dit. Donc évidemment, la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui vise à lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes et aux enfants via 2 modifications substantielles de notre arsenal législatif sur la prescription. Avant de porter une appréciation sur ces mesures, je voudrais quand même, à titre liminaire, rappeler que cette proposition de loi, si elle devait être adoptée, constituerait la 7e réforme de la prescription en la matière en 20 ans, la dernière en date datant de moins de 4 ans, la fameuse loi de 2021. Je ne suis pas sûre qu'il soit de bonne politique législative dans une matière aussi sensible que la prescription des infractions sexuelles de multiplier les réformes à un rythme effréné
sans recul et en particulier sans attendre de pouvoir tirer le moindre enseignement des précédentes réformes. Ceci étant dit, je voudrais dire quelques mots sur les deux mécanismes envisagés. Je commencerai par celui qui me semble soulever le moins de difficultés, à savoir l'extension du mécanisme de prescription glissante, avant de m'arrêter plus longuement sur celui qui me semble un peu plus contestable, à savoir l'imprescriptibilité civile. Sur le premier, l'extension du mécanisme de prescription glissante, nous avons, pour rappel, ça a été dit, je n'insiste pas, la loi de 2021 qui a prévu ce mécanisme de prescription glissante pour protéger les mineurs des crimes et délits sexuels. Ce mécanisme permet que la commission d'un nouveau délit puisse prolonger le délai de prescription d'un ancien délit non encore prescrit. Et l'objectif de cette loi, bien sûr, est ici de l'étendre aux violences sexuelles commises sur des victimes majeures. De mon point de vue, une telle proposition, et sous les réserves techniques qu'a évoquées Audrey Darsonville tout à l'heure, me semble devoir être approuvée et elle me semble très protectrice des victimes. Pourquoi ? Le principe de prescription glissante, tel qu'il a été mis en place dans la loi de 2021, me semble être un mécanisme parfaitement pertinent et légitime. On peut, et c'est mon cas, être critique sur la volonté permanente d'extension des délais de prescription en matière pénale, sur la tentation récurrente d'imposer l'imprescriptibilité, et on pourra développer. Il est important de rappeler que la prescription limite les risques d'erreur judiciaire également, en interdisant que le procès puisse prendre place à une époque où la fiabilité des preuves ne serait plus assurée. Mais malgré tout, il demeure que les hypothèses qui sont visées par le mécanisme de prescription glissante sont précisément celles dans lesquelles les arguments que l'on vient d'évoquer ne sont pas vraiment pertinents. Tout d'abord, les difficultés de preuve peuvent être palliées par la récurrence du scénario opératoire qui peut faciliter la preuve. Et puis évidemment, le caractère sériel de ces infractions fait obstacle à ce qu'on invoque un quelconque droit à l'oubli ou à la sécurité juridique de la société. Donc, une fois qu'on admet la légitimité de ce système de prescription glissante, rien ne justifie, selon moi, techniquement, qu'un tel mécanisme soit réservé aux seules victimes mineures. Il n'y a aucune raison de ne pas en faire profiter les victimes majeures. Le caractère sériel d'un tel comportement qui le justifie se retrouve à l'identique, que la victime soit majeure ou mineure. Et vous l'avez dit, mais je pense qu'il y a de nombreuses affaires qui illustrent la problématique. J'ai en revanche plus de réserves sur la seconde proposition, à savoir l'imprescriptibilité civile des viols commis sur les mineurs. La proposition de loi vient ici modifier les termes de l'actuel article 2226, alinéa 2 du Code civil, selon lequel, en cas de préjudice causé par les violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans, pour prévoir qu'une telle action serait imprescriptible. Autrement dit, si les violences sexuelles ne pourraient plus faire l'objet d'une action publique devant le juge pénal passé le délai de prescription pénale, elles pourraient encore, après ce délai, faire l'objet d'une action devant le juge civil, au fin de permettre à la victime d'obtenir réparation. Cette proposition me semble à la fois théoriquement critiquable et pratiquement inutile. Je m'explique. Théoriquement critiquable, je ne reviens pas ici sur tous les obstacles théoriques à l'imprescriptibilité, et je crois que les auteurs de la proposition de loi sont les premiers à en avoir conscience, puisque l'exposé des motifs les évoque. Pour autant, immédiatement après, les auteurs de la proposition de loi semblent penser pouvoir faire disparaître la difficulté en cantonnant l'imprescriptibilité à la matière civile. Après avoir exposé les obstacles à l'imprescriptibilité en matière pénale, l'exposé des motifs affirme de manière assez lapidaire et sans s'en expliquer vraiment que l'imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles. Personnellement, et en tant que civiliste, je ne comprends pas très bien cet argument qui, de mon point de vue, traduit quand même une certaine méconnaissance de la justice civile. En particulier, et Audrey Darsonville a pointé la difficulté, les règles d'administration de la preuve sont en réalité beaucoup plus rigides en matière civile qu'en matière pénale, et la victime ne bénéficie pas en matière civile du travail des enquêteurs ou d'un juge d'instruction, de sorte que la preuve des faits qu'elle allègue est à sa charge exclusive. Dès lors, il est en pratique souvent plus difficile pour la victime d'apporter les preuves nécessaires à la condamnation recherchée devant le juge civil que devant le juge pénal. Les obstacles à l'exercice d'une action tardive devant le juge pénal se retrouvent donc au moins à l'identique devant le juge civil.
Par ailleurs, et sans rentrer forcément dans les détails, l'imprescriptibilité est un mécanisme étranger au droit de la prescription extinctive en matière civile. Poser un principe d'imprescriptibilité heurterait la prescription extinctive en matière civile, alors même au fond que l'imprescriptibilité viserait ici formellement à la protection d'un intérêt purement privé qui serait l'intérêt pécuniaire de la victime, même si on le sait ici, évidemment, il y a beaucoup de choses symboliquement derrière cet intérêt pécuniaire. Là où le procès pénal a bien d'autres ambitions que la simple réparation pécuniaire. Et l'imprescriptibilité, de mon point de vue, paraît sans doute encore moins légitime théoriquement en droit civil qu'en droit pénal. Au-delà de cette question théorique, il me semble que la proposition est pratiquement inutile, et je vais reparler de l'arrêt qui a été évoqué il y a 5 minutes. À ce jour, la question de la prescription de l'action civile portée par une victime de violences sexuelles visant à obtenir réparation de son préjudice obéit à une jurisprudence qui est à la fois subtile et efficace. Pour la comprendre, il faut partir du texte de l'alinéa 1er de l'article 2226 du Code civil, selon lequel, lorsqu'une action en responsabilité est exercée à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, la prescription court à compter non de la date de connaissance du dommage, mais à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Et dans un arrêt du 7 juillet 2022 qui était évoqué, la Cour de cassation a justement été confrontée à la question de l'application de ces principes à l'hypothèse d'une action civile visant à la réparation du préjudice subi par une victime de violences sexuelles, en l'occurrence un collégien qui avait subi des viols et des agressions sexuelles de la part d'un membre de la direction de son établissement scolaire. Et l'action pénale étant prescrite, il s'était dirigé vers le juge civil. Et la Cour de cassation a raisonné en 2 temps. Elle a d'abord reconnu que le dommage psychique dont la victime entendait obtenir réparation devait être traité comme un dommage corporel. Et elle a en conséquence fait application de la règle prévue à l'article 2226 pour faire courir la prescription à compter de la consolidation du dommage, et non pas, comme l'avait retenu la Cour d'appel, à compter du jour du début de la psychothérapie, mais en expliquant qu'il fallait rechercher la date de la consolidation qui était nécessairement postérieure à cette date retenue par la Cour d'appel. Et concrètement, en matière de violence sexuelle, le préjudice est pour l'essentiel de nature psychologique, à ce stade, au stade de l'action civile évidemment, et la consolidation, c'est-à-dire la stabilisation de l'état de la victime, apparaît très difficile à atteindre, au point que de nombreux auteurs ont pu parler de préjudice qui ne se consolide en réalité jamais. Tout ça pour vous dire que, dans les faits, dès lors que la consolidation du préjudice psychologique va être très difficile à atteindre, les conséquences civiles d'infractions sexuelles aujourd'hui peuvent déjà, dans certains cas, devenir de facto imprescriptibles. Mais la position de la jurisprudence, non seulement est plus nuancée, mais elle me semble avoir un autre mérite par rapport à la proposition de loi. C'est dès lors que cette notion de consolidation s'implique indifféremment que la victime soit mineure ou non à l'époque des faits, les victimes majeures peuvent aujourd'hui aussi en tirer profit et pas les seules victimes mineures. Et donc il me semble que paradoxalement, la proposition de loi aujourd'hui est moins protectrice que ne l'est la jurisprudence pour ces victimes. Je vous remercie. Merci infiniment. Monsieur Arnaud Gallet. Madame la Présidente, Mesdames, Monsieur, je le souligne un peu ici parce que ce qui me semble important, je ne parlerai pas en tant que professionnel du droit que je ne suis pas, je suis anthropologue de formation et j'ai été membre de la Civise et je me propose ici de revenir sur ce qui nous a motivés au niveau de la Civise à faire cette préconisation qui me semble importante. J'entends qu'il y a eu effectivement différentes modifications législatives sur un temps effectivement assez important de 20 ans. On a eu 7, mais il faut comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on en est là. C'est ce qu'on a cherché aussi à faire au niveau de la Civise. Et je me permettrai donc de prendre ce prisme qui me semble d'autant plus important que j'ai moi-même été victime d'un double inceste et j'ai été victime d'un prêtre pédocriminel entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Et croyez-moi, je vous suis reconnaissant de m'inviter ici et ça me fait forcément quelque chose d'être dans un lieu aussi symbolique que celui-là pour m'exprimer de cette manière-là. Alors, ce qui me semble important, c'est de se dire, mais finalement, pourquoi la Civise a fait cette préconisation? Déjà, on peut se poser la question très rapidement, pourquoi la Civise? On peut reconnaître au président de la République d'avoir eu la riche idée de mettre en place cette commission qui était essentielle dans un contexte où on avait quand même eu et c'était en même temps, et on l'a eu après, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Je rappelle ici, dans ce lieu, encore une fois, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. 13 enfants par jour, une boucherie pédocriminelle où 90% des faits sont prescrits. 90% des faits sont prescrits, et aujourd'hui, des victimes comme moi, nous sommes laissés entre les mains en fait, de l'Église
qui fait effectivement des commissions indépendantes, parce qu'on a le droit de faire des justices parallèles quand on le veut, sans que ça passe entre les mains de la justice. Donc moi j'entends le débat qu'il peut y avoir au niveau de la justice restaurative, pourquoi pas. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une expérimentation, je le dis ici, qui est faite sur des victimes comme moi, et l'expérimentation en question, je le dis sans aucune honte me concernant, a failli me conduire aux urgences de Sainte-Anne psychiatriques, parce que j'ai eu des personnes qui, face à moi, m'ont posé des questions en disant « Est-ce que vous avez eu une érection au moment... Est-ce que vous avez eu du plaisir quand vous avez été violé, etc. » à plusieurs reprises, 6 fois à 3h30, etc. C'est ce qui se passe dans ce beau pays qu'est la France, un pays, effectivement, un état de droit. Et moi, je suis là pour dire qu'à un moment donné, il y a de vraies questions qu'il faut se poser. Et s'il y a, à mon sens, des évolutions législatives en 20 ans, c'est parce qu'il y a des personnes, je pense, qui ont le courage de parler et qui font qu'effectivement, il faut sérieusement qu'on se pose la question de la manière dont on s'approprie la question, notamment de l'imprescriptibilité, pour laquelle je suis favorable, y compris au niveau de l'imprescriptibilité civile, pour toutes ces raisons. Et j'entends néanmoins toute la question théorique qui a se poser, et je reprends ce qui était dit par Audrey préalablement, à savoir, posons-nous la question de la volonté politique et de la manière dont on vient changer et dont on souhaite effectivement que les choses changent. Moi, ce qui me semble important, donc, c'est de rappeler quand même donc, cet état de fait donc, au niveau de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et puis, ne l'oublions pas quand même, le MeToo inceste. 80 000 victimes comment dire, qui prennent la parole sur un réseau pour exprimer ce qui s'est passé après quand même le séisme du livre de Camille Kouchner. Enfin, je veux dire, c'était pas si longtemps, c'était en 2021. Et qu'est-ce qu'a fait le président de la République ? Ben, effectivement, il nous a dit... Il a posé quelque chose qui me semble assez fort et qui doit faire consensus, à mon sens, dans ce pays, quand même, quelle que soit la couleur politique, c'est de se dire, à un moment donné, posons-nous, recueillons la parole des victimes, et on a recueilli quand même la parole de 33 000 victimes. C'est-à-dire que le président de la République, sa parole, bah, il a été cru, tout simplement, et donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont précipitées. Je veux dire, c'est un fait social, quand même, qui est quand même majeur, 33 000 victimes en 2 ans qui prennent la parole. Que nous ont dit ces personnes ? 70% d'entre elles, les faits étaient prescrits. Les gens ne nous ont pas dit « Ah, vous comprenez, j'attendais la date butoir, en fait, de savoir, en fait... Non, j'attendais de savoir si... » Non, la plupart des gens ont dit « On a soif, en fait, de justice. On veut pas une pseudo-justice ou quoi que ce soit. On est dans un état de droit, et ce qu'on demande, ni plus ni moins, c'est ça. » Donc j'entends après qu'il y a effectivement des débats qu'il doit y avoir, et ils sont essentiels au niveau, comment dire, ça vient interroger des principes des droits fondamentaux, etc. C'est pour ça que je ne m'aventure pas là-dessus. Mais je pense que c'est essentiel de rappeler pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit interroger. Et puis rappelons-le quand même, vous avez d'autres pays qui ont mis en place la question de l'imprescriptibilité. Et on voit bien quand même que ça a porté ses fruits, je pense à l'Écosse notamment. Alors je suis d'accord, s'il n'y a pas de moyens supplémentaires, par exemple sur la question de l'imprescriptibilité, l'Écosse a mis les moyens, on a amélioré les techniques d'enquête, etc. Et on est passé bizarrement de 70% de classement sans suite à aujourd'hui une vingtaine de pourcents de classement sans suite. Regardons ce qui se passe ailleurs, en fait, en dehors. Après, effectivement, c'est bien qu'on est sur un contexte, comment dire, restreint au niveau budgétaire, donc forcément, ça peut poser d'autres questions. Mais disons-le ouvertement, c'est possible. C'est un choix de société. Et c'est un choix de société pour quelque chose, et là je vais revenir sur les chiffres de la Ciivise, qui semblent essentiels, que nous ont dit les personnes. En fait, bien souvent, l'imprescriptibilité, la question de la prescription, c'est vu comme une double, voire une triple peine. Pourquoi ? Parce que les 33 000 personnes que nous avons interrogées nous ont dit quoi ? Pour 8% d'entre elles seulement, elles ont bénéficié d'un soutien social positif. Donc on a dit à un enfant, je te crois, je te protège. Et dans 62% de ces cas-là, les personnes ont dit n'avoir aucun impact sur la santé physique et psychique, quelle que soit l'issue d'ailleurs de la plainte. C'est-à-dire que le réflexe protecteur en tant que tel a un impact sur la santé. C'est important quand même de le rappeler. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans 92% des cas, on a dit à un enfant très souvent « je te crois, mais je ne te protège pas », voire « t'es un menteur, t'es une menteuse ». Et là, dans 100% des cas, il y a des conséquences sur la santé physique et psychique. Une personne sur 2 fait une tentative de suicide. Une personne sur 2 a des troubles alimentaires. 40% des personnes rencontrent une ou plusieurs addictions. 40% des femmes déclarent des troubles gynéco, etc. C'est de ça dont on parle. Et c'est ce qui fait aussi, évidemment, que ça repousse forcément. Est-ce que quand on a en plus, j'ajoute quand même un fait important dont on parle finalement assez peu, bien qu'on ait parlé il y a peu de temps de l'abbé Pierre, qui est quand même assez intéressant, mais je ne vais pas revenir sur la question de la SIAZ. Les personnes nous ont dit quoi ? 70% des 33 000 personnes qui ont témoigné nous ont dit avoir eu un parcours de précarité. Est-ce que vous pensez que l'urgence, quand on est dans un parcours de précarité, c'est d'aller déposer plainte ? Alors même que la propre famille en fait, de ces personnes-là n'ont pas su les protéger. Ben non, c'est un régime de survie en fin de compte dont on parle. Donc, rendre imprescriptibles les crimes sexuels, notamment sur les mineurs, ben, c'est tout simplement en fait être en capacité de se dire que la justice, l'État, un État de droit peut être en capacité tout simplement
de faire ce que la famille elle-même ne fait pas. C'est ça la question qui nous est posée. Après qu'il y ait effectivement des choses qui sont en lien avec la manière dont on fait évoluer le droit, etc., même si j'entends toute la complexité qu'il peut y avoir sur une durée quand même qui est effectivement assez courte dans le temps, de 20 ans, et on modifie cette fois, mais tout simplement parce qu'il y a une colère quand même derrière. Il y a une colère qu'il faut entendre, il y a une colère que le président de la République lui-même a entendue. Il y a une colère que vous avez su entendre en 2021, effectivement, avec le changement de la loi. Moi, je reviens sur la question, vous voyez, de la prescription glissante. Moi, je suis désolé, je le dis ici, je suis contre. Voilà, je le dis de manière très claire. Je suis pour, bien sûr, qu'elle soit applicable pour les majeurs. Ça me semble important, mais je vais vous dire pourquoi je suis contre. Parce qu'on en parle assez peu. Vous voyez, moi, je le dis, j'ai été victime donc, de pédocriminalité dans l'Église. Je suis en lien avec des frères et sœurs de lutte, comme on les appelle, parce qu'on essaie de se souder quand même entre nous, qui essayent effectivement de faire au mieux. Je vais vous dire à quoi ça donne. Moi, j'ai rencontré des personnes, à Tours, par exemple, victimes d'un prêtre, qui sont obligés de s'afficher dans des quotidiens, de la presse régionale, pour quémander si éventuellement, sur un malentendu, il y a quelqu'un qui n'aurait pas des faits qui ne sont pas prescrits pour eux avoir justice. Mais c'est ignoble comme truc. On est dans un truc où on mure les gens dans le silence, et on devrait, nous, évidemment, quémander, espérer éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui est... On est où, quoi? Alors j'entends que c'est une évolution, c'est toujours mieux que rien, vous me direz. Mais est-ce que les victimes ont besoin de mieux que rien alors qu'elles ont été maltraitées? C'est une question quand même qui doit être posée. C'est cette question, bon sang, qui doit être posée, et pas une autre. Bien sûr, c'est une avancée, la prescription glissante, même si je trouve que le terme est un peu, peut être discutable. Mais je le dis de cette manière-là. Voilà. Moi, c'est un peu ces éléments que je voulais rajouter. La prise en compte, bien évidemment, donc, des conséquences psychotraumatiques qui me semble essentielle. Un message quand même aussi important que je souhaite aussi renvoyer ici, quand même, est-ce qu'on peut renvoyer quand même une bonne fois pour toutes dans ce pays un message aussi, tout simplement fort aux agresseurs, tout simplement le fait qu'un agresseur en fait pourra toujours être poursuivi. Enfin, on voit bien. Est-ce que la société, à un moment donné, n'est pas choquée de voir toutes ces personnes qui passent entre les mailles du filet et on se dit grâce à Dieu les faits sont prescrits? Enfin, je veux dire, c'est quand même ça dont on parle. Alors bien sûr qu'on ne doit pas se limiter, je dirais, à cette émotion qui est suscitée par des témoignages, etc. Mais bon sang quand même. Pourquoi d'autres pays le font? Pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi la Commission européenne demande effectivement qu'il y ait quelque chose qui aille dans ce sens-là? Et pourquoi la France se limite uniquement au minimum syndical, pour le dire de cette manière-là, à savoir un allongement du délai de prescription à 30 ans? Moi je pense que si on prend l'exemple d'autres pays, mais ça doit nécessiter, encore une fois, je le redis, on a quand même autour de la table, ou tout du moins à ma gauche, des personnes de qualité, effectivement, qui connaissent mieux le droit que moi. Bien sûr, ça doit nécessiter un travail de fond, bien évidemment. Mais sauf qu'il faut entendre, à un moment donné, ce que disent quand même les victimes. Il faut entendre aussi toutes ces questions d'emprise, etc., dont on parle de plus en plus grâce notamment aux violences conjugales, etc., et tout ce que ça peut supposer. Il faut entendre aussi qu'il y a des co-victimes de violences sexuelles. Bref, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc le temps d'avant, le temps de la loi d'avant, toute sa logique, pour moi, en fait, est révolue. Et pour la civise, en fait, c'est ce qu'on a voulu dire, en se disant que quand on est dans un pays où il y a uniquement 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste, il est peut-être temps, effectivement, qu'on se pose les bonnes questions. Et il ne s'agit pas, et je rejoins ce que disait Audrey, de se dire simplement c'est l'imprescriptibilité. Si c'est l'imprescriptibilité sans qu'il y ait de moyens, ça ne sert à rien, effectivement, que ce soit mis en place. Je rejoins parfaitement. Par contre, si c'est l'imprescriptibilité au sens dont on renvoie un message fort et c'est porté politiquement, quand même. On peut quand même faire d'autres choses. Et dans ces cas-là, je pense que toutes les personnes qui sont ici seront bien évidemment d'accord avec moi. Je vous remercie. Merci infiniment pour la qualité, la puissance de vos partages, témoignages et précisions également. Je laisse la parole aux orateurs de groupe. Et pour démarrer, pour le groupe Ensemble pour la République, Julie Delpech. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à sincèrement vous remercier pour vos analyses éclairantes, mais vos témoignages poignants et révélateurs. La question de la prescription en matière de violence sexuelle est un combat que nous devons mener pour l'accès à la justice des victimes. Trop souvent, les victimes qui brisent enfin le silence découvrent que les faits sont prescrits, leur refusant ainsi toute reconnaissance judiciaire. Il est donc de notre responsabilité, je pense, de pouvoir adapter nos règles pour mieux prendre en compte ces réalités. La proposition de loi que nous allons étudier dans quelques heures a la volonté de s'inscrire dans cette dynamique. En rendant imprescriptibles les actions civiles et en réparation pour les viols commis sur mineurs et en élargissant, vous l'avez évoqué, la prescription glissante pour les victimes majeures
Elle a pour objectif d'offrir un cadre plus juste et plus adapté au parcours des victimes. Je souhaite aussi évoquer avec vous l'amnésie dissociative. Notre droit doit encore mieux intégrer cette réalité qui est bien documentée. Lorsqu'un enfant subit des violences sexuelles, son cerveau met en place un mécanisme de survie qu'il protège du choc en isolant les souvenirs dans une mémoire traumatique inaccessible à la conscience. Ce phénomène ne relève pas du simple oubli, mais un processus neurobiologique permettant à la victime de continuer à fonctionner malgré le traumatisme. Ce n'est souvent que bien plus tard, parfois des décennies après, vous avez pu l'évoquer, que ces souvenirs réapparaissent brutalement, déclenchés par un événement, une parole ou une situation. Aujourd'hui, notre cadre juridique ne prend pas suffisamment en compte cette temporalité spécifique. Il est à notre sens inacceptable qu'une victime qui retrouve soudainement la mémoire des violences subies découvre qu'il est trop tard pour engager une procédure. Face à cette réalité, comment mieux articuler nos connaissances sur l'amnésie dissociative avec notre cadre juridique, mais également quelles pistes pouvons-nous explorer pour que ces victimes puissent véritablement accéder à la justice? Je pense que c'est les questions que nous devons nous poser. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le Rassemblement national, Madame Gisèle Lelouis. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci pour vos interventions qui, en partie, répondent à mon intervention. Le sujet de la prescription en matière de violences sexuelles, et particulièrement sur les crimes commis contre des mineurs, exigeait un équilibre entre justice pour les victimes et respect des principes fondamentaux de notre droit. En effet, la prescriptibilité, bien qu'animée par une volonté de justice louable, est une notion juridique qui s'exerce à titre exceptionnel. Historiquement, elle est réservée aux crimes contre l'humanité. Ainsi, étendre ce principe à d'autres infractions, aussi graves soient-elles, soulève des questions fondamentales. Ne risquons-nous pas de diluer la portée symbolique et juridique de la prescriptibilité en l'élargissant à des infractions qui, bien qu'insoutenables, n'ont pas la même portée? Par ailleurs, la prescriptibilité soulève des défis pratiques. Si nous entendons tous la douleur et les attentes des victimes, il est illusoire de penser qu'une action engagée plusieurs décennies après les faits puisse toujours aboutir à des résultats concrets. En effet, comment réunir des preuves solides, parfois 60 ans après les événements? Comment éviter que ces procédures ne deviennent un parcours éprouvant pour les victimes, souvent confrontées à des conséquences émotionnelles et financières importantes lorsqu'elles sont déboutées? Une telle mesure risque de créer des attentes disproportionnées, souvent synonymes de déception et de souffrance supplémentaires pour les victimes. Nous croyons en une justice réelle qui ne nourrit pas de faux espoirs, mais qui donne aux victimes les moyens concrets de faire valoir leurs droits dans un délai raisonnable, avec toutes les garanties que notre système judiciaire peut offrir. Ce combat pour une justice équilibrée et efficace est au cœur de nos préoccupations. Je vous remercie. Merci. Pour la France insoumise, Madame André Torigna. Il faut éteindre le micro. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames pour votre éclairage, merci Monsieur pour votre témoignage fort et votre courage. Madame Klein, selon vous, rendre imprescriptibles les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs relève d'un, je vous cite, changement de paradigme, en assignant à la justice pénale un dessein thérapeutique qui lui est étranger, un rôle qui n'est pas le sien. Des mots qui font écho aux travaux de Denis Sala, magistrat et philosophe du droit. Celui-ci questionne régulièrement la place de la victime dans un procès pénal qui n'a pas fondamentalement été pensé pour elle. En commission des lois où je siège, les députés insoumis et insoumises ont l'habitude d'être confrontés au discours fustigeant, je cite, le laxisme judiciaire qui instrumentalise la souffrance des victimes d'infractions à des fins de communication. Porté par les milieux réactionnaires, ce populisme pénal présente le renforcement ininterrompu de l'arsenal punitif comme un moyen évident de répondre urgemment à un problème de société. Il empêche de penser les causes du phénomène délinquant et la manière adéquate de le prévenir ou de le réparer.
La libération existentielle de la parole relative aux violences sexuelles et la prise de conscience de leur caractère massif peut servir à alimenter ce type de rhétorique. Des présupposés progressistes peuvent conduire à mettre à l'ordre du jour un agenda politique qui ne l'est pas. Création de nouveaux délits, allongement des délais de prescription, création de circonstances aggravantes, aggravation des peines existantes, réduction des alternatives aux poursuites, réduction des droits de la défense. Le phénomène de victimisation secondaire est amplement décrit par les sociologues, les juristes, les psychologues, et l'on continue de présenter le procès pénal comme le meilleur, sinon le seul, horizon souhaitable pour des victimes de violences. Mes questions sont les suivantes. Pensez-vous possible, si ce n'est souhaitable, que la justice pénale puisse un jour devenir cet instrument thérapeutique que d'aucuns aimeraient qu'elle soit? Et ce réflexe punitif n'est-il pas un moyen habile de masquer l'indigence des politiques publiques de protection, coûteuses certes, en période d'austérité budgétaire? Je fais notamment référence aux défaillances de diagnostic du psychotraumatisme en France par rapport à notre voisin belge, une politique publique dont les angles morts ont été critiqués dans un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui identifie des besoins considérables, des prises en charge insuffisantes et des moyens dérisoires. Je vous remercie. La parole pour Écologiste et Sociale, Marie-Charlotte Garin. Merci Madame la Présidente, et puis merci à vous 3, 4 pour ces interventions éclairantes et puis pour votre présence sur un sujet aussi essentiel que la question de la prescription en matière de violences sexuelles. On sait que ce sujet il soulève des enjeux fondamentaux de justice, de protection des victimes et de reconnaissance des traumatismes. On sait que le délai de prescription il est souvent perçu comme une course contre la montre par les victimes, en particulier dans les affaires où le silence est imposé par la peur ou la manipulation. Les débats actuels sur la modification ou la suppression des délais de prescription nécessitent une réflexion profonde et éclairée, ce qui n'est pas aisé avec les délais dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Vos expertises respectives, elles nous aident à mieux comprendre les impacts concrets des choix législatifs qu'on va être amené à faire dès cet après-midi. Moi, j'aurais, je pense, 3 questions principales. Vous y avez déjà un petit peu touché. La première, c'est quelle est votre analyse de l'impact des réformes récentes sur les délais de prescription ? Vous avez cité quelques exemples. Je suis assez preneuse, notamment sur l'allongement du délai à 30 ans pour les crimes commis sur mineurs. Ensuite, que répondez-vous aux critiques selon lesquelles la suppression des délais de prescription pourrait conduire à des difficultés probatoires accrues et potentiellement à un déni de justice pour les accusés, ce qui nous fait partie des discussions et de ce qu'on entend dans le fait que ça pourrait en fait être encore plus difficile pour les victimes sur le temps long. Et Monsieur Gallier, vous parliez de l'Écosse et je serais assez preneuse si l'un ou l'une d'entre vous aurait des informations donc, sur le lien entre la baisse des classements sans suite et l'imprescriptibilité, et aussi peut-être, comme ça a été évoqué par Madame d'Arsonville, sur l'impact que ça a eu sur la hiérarchie des crimes. Et dans tous les cas, je crois qu'il y a quand même du consensus sur le fait que tout cela ne peut suffire s'il n'y a pas des financements qui vont avec et des moyens en plus pour la police et pour la justice. Aussi de la formation pour mieux accueillir la parole des victimes, peu importe quand elles ont été victimes. Poser effectivement ce principe de je te crois, même si c'est pas à la justice de le dire, en tout cas quand on entend et qu'on accueille la parole, on peut le dire. Et je crois que ce qui se passe là dans les débats législatifs que nous avons, c'est très révélateur de la manière dont nous traitons la question des violences sexistes et sexuelles en France, c'est-à-dire qu'on est au coup par coup, on est par des petits bouts, au lieu d'avoir une approche globale qui soit vraiment systémique des violences. Et ça, je crois que ça rejoint l'appel d'un certain nombre d'acteurs, actrices et d'associations qui demandent une loi cadre pour une prise en charge globale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Avant de vous laisser la parole, mesdames et messieurs, moi, j'aimerais également rebondir sur vos propos, Arnaud Gallet, quand vous évoquez les pays qui ont déjà cette législation-là. Est-ce que les uns et les autres, vous avez plus largement des retours qui éclairent un peu nos réflexions et savoir comment ça se passe concrètement dans les conséquences. Voilà. Je vous laisse répondre les uns les autres, prendre la parole. Qui veut démarrer ? Allez, Madame Durieux-Diebold. Je vais ratisser un petit peu les questions qui ont été posées sur la hiérarchie des crimes et délits et la gravité à travers la question de la prescription. Je voudrais simplement dire qu'en réalité, notre hiérarchie de la gravité des crimes et délits dépend des peines
et pas des délais de prescription. Et qu'en matière de violence sexuelle, eh bien, nous avons des peines qui sont nettement moindres que pour les crimes de sang, puisque nous sommes pour des crimes de viol à 15 ans qui est encouru, circonstances aggravantes, on monte à 20 ans, alors qu'on n'a pas de peine de perpétuité, on n'a pas des peines de 30 ans. Donc ça reste encore des crimes et délits qui sont dans la hiérarchie, en tout cas des infractions pénales, moindres. Le délai de prescription, l'allongement, ça répond au choc traumatique, effectivement, à l'amnésie traumatique qui frappe, on le sait, plus particulièrement les victimes mineures, puisque, alors je pense que tu as peut-être, toi, des statistiques, mais c'est assez fréquent que les victimes mineures, 40% me dit Arnaud, que les victimes mineures soient frappées d'amnésie traumatique. Et moi, je l'ai très souvent dans mes dossiers. Et cette levée d'amnésie traumatique, elle peut venir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, donc au-delà des délais de prescription que l'on a actuellement. Hormis même l'amnésie traumatique, il peut y avoir simplement le choc traumatique qui fait que on a besoin de soins, on n'a pas forcément les moyens de ces soins-là pour pouvoir parler, affronter la justice, qu'elle soit pénale ou civile du reste, déposer plainte. Dans des dossiers d'inceste, c'est encore particulièrement compliqué parce qu'il y a des divisions familiales, il y a une silenciation de l'enfant. Donc tout ça a amené en fait le législateur pour l'instant à allonger les délais de prescription, mais c'est surtout lié, alors il y a la question de la gravité, mais c'est aussi lié à ce choc traumatique que l'on connaît de mieux en mieux maintenant avec les progrès de la science actuelle. Sur la question de la preuve, alors oui, les délais d'allongement des délais de prescription peuvent rendre plus difficile l'établissement de la preuve, mais je dirais, on a des dossiers, 1 mois après les faits, c'est déjà extrêmement compliqué. On a des dossiers, 1 mois après les faits, on ne va pas avoir de preuve matérielle. Vous avez un dossier de soumission chimique, je dirais même quelques heures après, c'est fini. On n'a pas les éléments matériels. Donc, que ça soit en réalité 1 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans après les faits, ou 40 ans, ou imprescriptible, bon, là, on est sur la prescription glissante, hein, de toute manière, au pénal. L'imprescriptibilité dont il est question, c'est civil. Alors, sur la question de la preuve, pour y répondre également, sur l'imprescriptibilité civile, à ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Klein, évidemment qu'on sollicite une enquête pénale préliminaire pour engager ensuite une procédure civile. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 procédures en cours et ma cliente a déposé plainte au pénal en sachant que c'est prescrit. Actuellement, on bénéficie quand même de l'enquête préliminaire. Ça peut permettre de rapporter des éléments de preuve. Moi, j'ai 2 dossiers dans lesquels on a la preuve, bien que ça soit prescrit au pénal, et j'ai agi au civil. Et là, c'est en cours. Et c'est bien mené. Enfin, je devrais aboutir. Donc, même si c'est prescrit au pénal, j'ai eu les moyens d'agir au civil. Attention, parce que ma cliente a suivi une thérapie. Mais si elle n'avait pas suivi de thérapie, ben là, je serais peut-être plus en difficulté aussi, parce que j'ai cette jurisprudence qu'on a évoquée tout à l'heure de juillet 2022, qui dit que la consolidation est reportée alors, à la fin de la thérapie, c'est le moment de la stabilisation psychologique, mais si elle n'avait pas eu de thérapie, ben là, ça peut être plus compliqué. Donc, l'imprescriptibilité civile législative permettrait d'harmoniser un petit peu la situation des victimes. Toujours sur la question de la preuve, on a aussi quand même des avancées technologiques maintenant. On a beaucoup plus de moyens de preuve qu'il y a des années et des années. On va avoir de l'ADN qui se conserve beaucoup mieux. On a des échanges. Les gens échangent de plus en plus. Hein. C'est simple. On a des dossiers qui reposent. On a des victimes de viol. Le lendemain, elles écrivent à l'agresseur. Il va y avoir des échanges. Ça nous fournit aussi des preuves. On peut avoir des confidences. Moi, j'ai des dossiers très, très anciens qui aboutissent. Hein. Donc, ce n'est pas impossible. Sur ce qui se passe dans les autres pays, je laisserai Arnaud Gallet y répondre éventuellement, ou Madame Klein. Instruments thérapeutiques, alors
je ne traite que, je n'accompagne que des victimes de violences sexuelles. J'ai vraiment un cabinet qui est dédié aux violences sexuelles. Je viens de la réparation médicale, du droit médical. Je suis spécialisée en dommages corporels et actuellement, je fais vraiment que cela. Je vais vous dire, je n'ai aucun client ou cliente qui vient me voir en me disant je vais faire une procédure à une finale parce que ça va me faire du bien psychiquement. Enfin, personne ne vient dans cette finalité-là. Tout le monde sait que c'est difficile, tout le monde sait que c'est endurant. Ils viennent au contraire, généralement, quand ils ont déjà eu une prise en charge psychologique parce qu'ils se sentent armés à ce moment-là. Et ça vient dans le processus. Et c'est vraiment une demande de reconnaissance, que ça soit acté par la justice. Beaucoup dans les dossiers d'inceste, c'est hyper important parce que vous avez toujours une division familiale. La moitié ou les 3/4 de la famille qui se dresse contre la victime. Donc, elle a besoin de cette reconnaissance judiciaire. Et oui, ça peut être un soulagement quand il y a une décision de reconnaissance judiciaire. C'est un soulagement, mais le parcours thérapeutique, il est en parallèle, bien évidemment. On ne mêle pas les deux. Sur les moyens de l'enquête, alors je suis tout à fait d'accord, mais il y a une chose dont on ne parle jamais, et je pense que ça serait aussi une avancée dans les enquêtes. Moi, j'ai toujours prôné qu'il y ait aussi des formations sur les stéréotypes de genre pour les professionnels, policiers, magistrats. Ça existe en Espagne, ça existe en Belgique, ça existe dans certains pays. Et je pense que ça changerait le biais de l'enquête. Et c'est vraiment extrêmement important. Ça ne coûte pas des masses d'argent et ils sont formés à d'autres choses. Et ça me semble important. Voilà. Juste avant de répondre, juste pour rebondir, je suis complètement d'accord sur ce qui vient d'être dit sur les formations, sur les stéréotypes de genre. Ça me semble essentiel, notamment pour les gens qui vont accueillir les premiers une parole de victime. Ne pas être formé à ça, c'est une hérésie, en réalité, de mon point de vue. Pour essayer de répondre un petit peu sur les questions, sur la question des hiérarchies des délits, c'est évidemment une question assez théorique, mais à partir du moment où le procès pénal est retourné vers la considération de la victime, évidemment que la question de la hiérarchie se joue aussi au regard des délais de prescription. Et juste pour rappel, il y a quelques années, il y avait une loi qui avait prévu de passer les crimes de guerre en crimes imprescriptibles. Et le Conseil d'État n'a pas laissé passer en considérant qu'en réalité, il y avait une spécificité du crime contre l'humanité et qu'on ne pouvait pas étendre de là. Donc il y a quand même c'est un débat très théorique. Et évidemment, pour une victime, la question de savoir si théoriquement on est dedans ou pas, c'est absurde parce que pour elle, évidemment que c'est un crime contre l'humanité ce qui se passe quelque part. Donc je comprends très bien le côté extrêmement hors sol et théorique du débat, mais il existe juridiquement et c'est un fait. Sur la question de l'exploitation de la voie pénale, je pense qu'il est quand même extrêmement nécessaire et normal que la victime puisse avoir accès à cette voie pénale. La question est jusqu'où et dans quelles considérations. Et pour répondre un petit peu, moi je crois beaucoup aussi, même si ce n'est pas une panacée en soi et même si vous avez très très justement dit les limites actuelles de l'exercice, à tout ce qui est justice restaurative, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, même si j'ai très bien entendu votre expérience et je retiens. Sur l'impact des réformes récentes, moi, je suis par hypothèse pas capable de vous le dire parce que je pense qu'on n'a pas de recul. Sur la question probatoire, je pense effectivement qu'on a une difficulté de preuve qui est majeure. Alors évidemment, vous allez avoir accès à une enquête préliminaire même si vous agissez en civil, mais elle ne sera pas aussi poussée qu'une enquête pénale qui serait allée jusqu'au bout. Et déjà en pénal, on n'arrive pas à avoir les preuves. Honnêtement, évidemment que vous aurez toujours des cas où vous allez arriver à avoir une preuve. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le risque pour des victimes de prendre une double peine, quoi. De prendre la peine numéro 1 de leur drame intime et de prendre la peine du rejet de la justice. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce risque-là. Et ce que ça veut dire après, c'est un choix politique que vous faites. Mais je pense qu'il faut avoir cette donnée à l'esprit comme vous le faites. D'autant que je ne suis pas certaine que les avancées technologiques dans ces domaines-là, sur des faits tellement vieux, soient vraiment extrêmement utiles, parce qu'on n'est pas sur les cold cases où on ne sait pas qui a tué. Malheureusement, on connaît la victime. On connaît l'auteur. Donc, quelque part, s'il y a des choses
technologiques à avoir, on les a dès l'origine ou on les a pas. Mais voilà, je crois qu'on va vraiment avoir une difficulté probatoire fondamentale. Autre chose, dernière chose, oui, je voulais vous rejoindre, Madame la députée, sur la nécessité d'une loi cadre. Je crois qu'effectivement, c'est un sujet trop grave pour être pris par briques. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais essayer de répondre un peu aux différentes questions qui ont été posées. Je reviendrai bien évidemment sur les exemples qu'on a sur d'autres pays qui sont assez proches et d'autres plus lointains, puisque finalement, on a aussi certains États des États-Unis d'Amérique qui ont mis en place la prescriptibilité. Et là aussi, il y a quand même un recul quand même qu'on a sur la question. Peut-être juste avant, parce qu'on parle de la plainte, moi j'aimerais quand même partager une expérience qui est d'ailleurs la mienne, mais qui est celle de bien d'autres. Des fois, en fait, les victimes sont tellement déshumanisées en fait, qu'elles ne vont pas déposer plainte. Et ce qui leur permet de déposer plainte, c'est que les faits soient signalés. J'ai fait partie des 22 signalements qui ont été faits par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et je pense, je le dis ici, que je n'aurais sûrement d'ailleurs jamais déposé plainte si ils n'avaient pas signalé les faits. Et donc ça me ramène quand même à quelque chose de fondamental sur les chiffres que je ramenais tout à l'heure de la Civis. Quand on dit qu'il y a 89 fois sur 10 quasiment, on ne protège pas un enfant, ça veut dire qu'en réalité, 9 fois sur 10, eh ben, on est dans un cas de non-dénonciation. Et donc avec d'autres questions qu'on doit se poser, puisque par définition, comment est-ce qu'on vient protéger une personne qui est vulnérable, à savoir un enfant, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est quand même un contexte, moi, ce qui me semble fondamental, et de se dire que c'est pas uniquement la victime qui va déposer plainte, non, c'est le fait aussi d'avoir un réflexe protecteur et donc de signaler les faits, qui nous permet au bout d'un moment, et qui permet à la victime de déposer plainte. Et juste pour partager cet exemple, pour vous dire moi comment ça s'est passé, je ne sais pas quelle sera l'issue, parce que moi l'affaire est en cours, ça fait quelques années là, que ça dure, pour dire les choses comme ça. Je ne suis pas à 10 ans, mais je suis déjà à 6, et je pense que, si j'ai bien compris, ça va un peu durer. Moi, ce qui m'a quand même beaucoup aidé, je le dis ici, vous voyez, et je l'ai écrit d'ailleurs récemment à la brigadière qui m'a reçu. Moi, j'ai eu affaire à une brigadière qui a été formée. Et je peux vous assurer que, vous voyez, j'allais chercher tout sauf, je dirais, un soutien psychologique que j'avais déjà, bien évidemment, avec tout le travail que j'ai fait. Et bien, cette dame-là m'a permis d'avancer, à mon sens, comme jamais je n'avais avancé, comme jamais j'aurais osé. Pourquoi ? Parce que c'est une dame qui avait l'uniforme, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a derrière d'un point de vue symbolique. Et je me dis, à présent, quelle que soit l'issue de ma plainte, je pense que j'ai compris ce que ça voulait dire déposer plainte, vous voyez, d'un point de vue symbolique, etc. Et c'est elle, en fait, qui m'a permis de le faire. Et elle me dira sûrement, d'ailleurs, monsieur, j'ai fait mon travail. Vous voyez ce que je veux dire, comme beaucoup le disent de cette manière-là. Mais toujours est-il, toute la question de la formation est bien entendu tout à fait fondamentale. Je reviens quand même sur la question de l'amnésie dissociative, l'amnésie traumatique, pour rappeler quand même que des personnes comme la docteure Muriel Salmona et bien d'autres demandent effectivement l'inscription dans la loi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la théorie des faux souvenirs court quand même dans les tribunaux, c'est quand même quelque chose qui arrive de manière assez régulière. On a tendance quand même à se rappeler, on a quelques exemples en tête avec d'illustres experts, dont je ne citerai pas le nom ici pour pas être en diffamation, mais qui se prêtent quand même très souvent sur la question des faux souvenirs, qui sont décriés bien évidemment par l'Organisation mondiale de la santé et bien d'autres, et pourtant en France ça existe. Et effectivement, la question se pose de se dire, évidemment, si on veut réellement faire avancer les choses, des fois l'inscrire dans la loi, ça peut aussi permettre d'arrêter en fait de remettre en question un principe qui pour le coup existe bien scientifiquement, là où les faux souvenirs n'existent pas. Donc je pense que c'est essentiel de le rappeler. Je me permets donc de réagir à votre propos. La question, vous l'avez dit, madame, du crime contre l'humanité. Vous avez raison. D'autant plus qu'on est quand même au lendemain d'un événement quand même qui nous a toutes et tous marqués. Je parle bien évidemment de 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, avec effectivement tout ce que ça doit éveiller quand même en nous. Et on voit bien qu'on a un gros travail à faire par rapport à ça. Mais ce que disent quand même les professeurs de droit, je pense notamment à Benjamin Moron-Pech et d'autres, on peut très bien imaginer qu'il puisse y avoir effectivement l'imprescriptibilité parmi les crimes les plus graves. Et ça peut être inscrit en tête de chapitre, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est un professeur de droit. On peut imaginer effectivement qu'on puisse marquer les crimes contre l'humanité et en dessous, donc hiérarchiser et dire effectivement en dessous il y a les crimes sexuels, etc., voire d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette distinction peut être faite dans le droit et donc ce qui ne remettrait pas du tout en question la gravité des crimes contre l'humanité. Et c'est important de le rappeler parce que c'est souvent le débat qui est amené ici. Mais en fait, on peut le faire. Ça peut être écrit, ça peut être accompagné, etc. Et je pense même qu'on a, et c'est ça qui est quand même intéressant quand même de souligner, on a les ressources quand même en France avec des personnes qui sont quand même suffisamment expérimentées. Je parlais de Benjamin Moron-Pech et bien d'autres qui peuvent être autour de la table, qui peuvent effectivement, je pense, se pencher sur la question et de se dire effectivement que ce qui est
d'une gravité extrême, bien entendu, on parle des crimes contre l'humanité. On parle aussi au niveau de l'inceste, ça a été dit par un moment, d'un crime contre l'humanité du sujet. Alors, ça, on n'est pas du tout dans la même chose, mais c'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'on peut amener au niveau du droit à s'interroger sur ces questions-là, et tout du moins à hiérarchiser d'une certaine manière, sans remettre en question quelque chose qui me semble fondamental, bien évidemment, les crimes contre l'humanité. La question de la preuve, je rejoins ce qui a été dit par Karine Durieux-Dibal, c'est-à-dire que de toute façon, je dirais même des fois dès le lendemain ou quelques heures après, de toute façon, la question de la parole de la victime est remise en question. Vous savez, moi, on m'a remis des éléments, je le disais au niveau de l'Église, ça pose aucun problème, mais ça existe sur bien d'autres situations aujourd'hui dont les faits sont prescrits. Moi, on m'a remis des éléments de preuve, comme quoi les personnes avaient l'information que j'étais violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Et on m'a dit simplement, vous savez, machin, donc c'est consigné, et aujourd'hui, je pars en enfer. Donc c'est une question quand même qu'on doit se poser. Par moment, il peut y avoir des éléments de preuve même plus de 30 ans après les faits. Je veux dire, il y a des personnes, moi en l'occurrence mes agresseurs, par exemple, même sur l'affaire qui est en cours, j'ai des mails quand même, vous voyez, qui m'ont été adressés, des fois ça peut être des écrits, etc. Il y a des affaires qui sont singulières et qui peuvent permettre quand même de se dire au bout d'un moment, tiens, finalement, qu'on soit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans après les faits, on peut déposer plainte. Et des fois d'ailleurs, ça peut être même, on ose déposer plainte parce que, je sais pas, on a le décès d'un parent ou quoi que ce soit, on voulait pas le dire, etc. Moi, j'ai un exemple d'une personne qui m'a confié ça. Il attendait que ses parents meurent pour être en capacité de dire que son oncle l'avait violé. Il ne voulait pas, effectivement, que ses parents étaient en vie. Et pourtant, il avait des éléments de preuve. Là, les faits sont prescrits, il ne peut rien faire. Vous voyez, c'est quand même, je trouve, des éléments qui doivent nous interpeller, etc., et qui doivent se dire, tiens, finalement, comment la justice s'adapte à chaque situation, y compris à des personnes qui veulent déposer plainte et d'autres qui ne veulent pas. D'ailleurs, on parle de ceux qui veulent. Toutes les victimes ne veulent pas déposer plainte. Il faut respecter quand même le choix de chacun, y compris quand même des personnes qui osent signaler. Je le redis quand même, je pense que le signalement, on a un gros travail à faire sur cette question-là. La question de l'analyse de l'impact, je rejoins effectivement ce qui a été dit préalablement. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. Le seul recul peut-être que je souhaiterais apporter, j'ai entendu dernièrement l'Office mineur qui a apporté ces chiffres, qui disait qu'en 2023, il y a eu 67 000 plaintes qui ont été déposées. Il y en avait 23 000 en 2019. La question qui se pose, c'est de se dire finalement, quand on porte le sujet, évidemment comme il a été porté et médiatiquement et dans la loi, je pense que les victimes se pressent beaucoup plus au portillon pour être en capacité de franchir le seuil d'un commissariat, pour déposer plainte, etc. Je ne suis pas spécialiste dans la question, néanmoins, ça m'interroge de me dire on passe de 23 000 à 67 000, il y a quand même quelque chose quand même qui est assez significatif. Et donc, c'est une forme d'impact dans un premier temps. Après, comment est-ce que ça va être traité ? Je l'ignore, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même des choses aujourd'hui qui avancent, et je le redis, je pense que la formation notamment qui est faite au niveau de la gendarmerie nationale et de la police de plus en plus, j'espère effectivement fera quand même avancer les choses, notamment sur la manière dont on recueille la parole des enfants, des victimes de manière générale, même si malheureusement il y a encore des exemples qui devraient nous interpeller. J'en viens à présent aux différents exemples. Effectivement, je parlais de l'Écosse, on peut parler de la Belgique, etc., etc. Ce qui est intéressant en fait dans tous ces exemples-là, finalement, là où il y a eu une diminution, encore une fois, des classements sans suite, c'est parce que tout simplement ça s'est accompagné de formations massives. La Belgique, par exemple, qui a voté l'imprescriptibilité il y a peu de temps, ils n'ont pas encore l'impact, en fait, aujourd'hui. Moi, j'ai été récemment en Belgique, je suis intervenu, etc. Et on me disait que, mais ce qui change aujourd'hui, c'est que tout le monde, il y a une obligation, en fait, de former tout le monde. Il y a des centres en psychotrauma qui sont partout, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas l'imprescriptibilité en tant que telle. C'est-à-dire c'est tout le sens qui accompagne en fait cette mesure. C'est le sens de la loi en fait. C'est toujours pareil. Vous savez, on a des lois. Je le redis. Vous voyez, en France, on parle là de l'imprescriptibilité. On a certaines lois. On a, nous, en France, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je faisais de le dire là, ça date de 2001, c'est une loi qui n'est pas appliquée, il n'y a que 15% des élèves qui en bénéficient. La question, c'est pas de voter des lois. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on les applique. Et donc, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on les vote. Enfin, je veux dire, inévitablement. Après, on sait bien qu'il y a des personnes qui peuvent être contre par moment parce qu'il peut y avoir des gens réfractaires, peu importe. On ne discute pas logiquement une loi, puisque la loi est votée par définition, donc elle doit être appliquée. Donc, vous voyez, moi, ce que je pense, c'est que derrière toute cette question, finalement, qui nous est posée sur la question de l'imprescriptibilité, c'est pas tant en tant que tel la manière effectivement le vote en tant que tel, c'est quel sens en fait, comment est-ce que ça s'accompagne en fait d'un projet politique beaucoup plus large pour changer effectivement les choses et pour se dire comment est-ce qu'on met fin en fait à cette impunité aujourd'hui, comment on passe de 3% d'agresseurs condamnés, moins de 1% en cas d'inceste, à finalement quelque chose qui serait quand même, je veux dire quelque chose d'un peu plus juste pour le dire de cette manière-là. Donc au niveau des exemples, je pourrais les citer. Donc aux États-Unis notamment, vous avez donc différents États qui l'ont mis en place.
c'est pareil. Ce qu'on voit bien systématiquement, c'est donc une baisse des classements sans suite, etc. C'est quelque chose qui s'accompagne partout, mais je le redis, c'est parce que ça s'accompagne de moyens suffisants qui sont donnés effectivement, notamment aux professionnels de justice et de police, etc., pour mener ces enquêtes. Et donc, ils se sont surtout rendus compte, et c'est le cas de l'Écosse, moi que j'entendais donc récemment, que j'ai cité tout à l'heure, finalement, rendre imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs, eux, ça leur a permis d'améliorer les techniques d'enquête, et donc de favoriser notamment pour les victimes les plus jeunes aussi, de moyens d'enquête qui sont considérables et qui leur permettent aussi d'avoir justice par rapport aux crimes qu'ils ont subis. Et donc, après, et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'eux pensaient d'ailleurs dans un premier temps qu'ils allaient être assaillis de demandes de personnes qui étaient avec justement des crimes anciens, mais en fin de compte, il y en a très peu. Ce que démontrent en fait ces exemples-là, c'est que réellement, c'est le sens de cette loi-là, qui ne vient pas à faire que les tribunaux sont pleins de crimes imprescriptibles, etc. Pourquoi? Mais ça s'explique. Hein. Je le redis, moi je prends l'exemple, vous voyez, et ça me touche énormément. Je suis en lien avec des victimes de pédocriminalité dans l'Église. Moi j'ai des personnes autour de moi, j'étais encore ce matin avec un monsieur qui a 82 ans. Je pense que ce monsieur-là, bon déjà, lui, de toute façon, son agresseur est décédé, donc je peux dire ça règle le problème, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas ces personnes-là, en réalité, qui vont aller vers les tribunaux. Par contre, eux vont pousser, encore une fois, c'est le fameux « je parle pour moi et pour protéger les autres » qui avait porté la Civis, qui était la verbatim quand même, qui avait été reprise effectivement de certains témoignages. Et je pense que c'est ça, et donc c'est le sens de la loi qui a été donné par d'autres pays. Et je pense qu'elle est adaptable et ça nécessiterait, je pense encore une fois, je reprends l'exemple, je le citais tout à l'heure, de Benjamin Moron-Puech, qui fait donc qui est en droit comparé. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe ailleurs, de voir ce qu'on peut prendre, etc. Enfin voilà, après il y a la particularité effectivement du droit français, mais je pense qu'effectivement on devrait beaucoup plus faire attention à tous les exemples qui sont autour de nous, qui sont pas si lointains. On pense à la Belgique, effectivement, à juste titre. Mais encore une fois, l'Écosse, comme on dit, c'est pas non plus si loin. Et je pense que c'est important effectivement de leur envoyer. J'ai pas parlé par exemple du Canada, du Québec aussi, etc., qui ont fait quand même un travail considérable, et c'est pareil, qui s'est accompagné néanmoins de moyens de formation, de connaissances aussi autour du psychotrauma, etc. Parce que c'est là où aujourd'hui en France le bas blesse, c'est que toutes ces connaissances finalement qui sont connues, reconnues scientifiquement, on voit bien qu'on a du mal à les appliquer parce qu'on n'a pas suffisamment de volonté politique, que ce soit en matière de santé publique et autres, pour être en capacité d'aller nettement plus loin et donc de changer les choses. Donc il faut qu'il y ait l'ensemble, et la loi vient après poser les choses dans le marbre en disant voilà quel sens effectivement on peut donner. Et puis voilà, je vous dis, d'autres pays l'ont fait, pourquoi pas nous? Merci infiniment pour vos témoignages. Ça nourrit évidemment notre réflexion et vraisemblablement nos interventions et votes à suivre, puisque nous allons donc continuer sur cette proposition de loi qui est regardée au sein de notre hémicycle. Chers collègues, je vous demande juste de rester un instant. Je sollicite de votre part un vote. Nous devons procéder à la nomination de 2 co-rapporteurs sur notre prochaine mission d'information relative à l'accompagnement de la parentalité qui a été actée par le bureau de la délégation. Les 2 députés qui ont été désignés par leur groupe sont Madame Sarah Legrain et Madame Delphine Lingemann. Est-ce que qui est favorable à la nomination de ces 2 co-rapporteurs? Donc les 2 co-rapporteurs sont nommés. La mission peut donc démarrer ses travaux. Je vous remercie. Et pour donner quelques indications sur notre prochaine audition, elle aura lieu le 12 février. C'est une audition sur les inégalités économiques, toujours à l'issue des questions. Ah ben non, c'est un mercredi. Donc à 16h30, on se retrouve le 12 février. Merci infiniment.